Cynthia Fleury, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas lu un livre vraiment complet sur le ressentiment. Alors évidemment, vous citez le livre célèbre de Max Scheler, 1912, sur le ressentiment, et les lecteurs de Nietzsche, évidemment, ne sont pas surpris de retrouver ce thème chez Scheler. Mais vous, on a l'impression que c'est beaucoup plus qu'une incursion philosophique, c'est-à-dire que c'est un parcours, c'est une tentative de définition. La rumination, la rancœur, tout ce qui est dirigé contre l'autre et qui empêche littéralement le discernement, le jugement personnel. J'imagine, et c'est un peu le sens de votre ouvrage, que si vous avez travaillé sur le ressentiment, c'était aussi pour chercher des antidotes au ressentiment. Mais dans un premier temps, c'est parce que vous avez sans doute éprouvé, comme nous tous, que celui-ci, qu'on l'appelle sous des formes plus ou moins journalistiques, complotistes ou autres, vous avez senti que le ressentiment gagnait du terrain dans notre société. Oui, il y avait un double constat, je dirais, dans l'espace public, comme ça, de façon débordante aussi. Alors ça prend, c'est ce que Popper peut appeler la misologie, la haine du logos permanente, l'atteinte au discernement, la binarisation, le refus de la complexité, le rejet même. Enfin voilà, l'hostilité comme mode de présence au monde, l'hostilité comme mode relationnel prioritaire. Enfin bon, comme ça, et puis bien évidemment la déresponsabilisation, c'est très arendtien ça, mais donc en plus une combinaison banalité du mal, au sens où voilà, je ne suis pas responsable, il y a un dénigrement, une dévalorisation, etc. Et en même temps, je ne suis pas responsable. Bon, donc ça, c'était le côté dans l'espace public. Et puis, par ailleurs, je pense que c'est l'objet analytique. Je pense que c'est l'objet analytique. Et c'est vrai que moi, je me suis heurtée en tant qu'analyste à cette question, c'est-à-dire d'avoir des patients qui à un moment donné ont un diagnostic d'une justesse, d'une intelligence, d'une compréhension donc, et pourtant ça ne produit pas la sublimation. Donc et les patients eux-mêmes me disent mais voilà, je sais, tout ça c'est, et j'ai mal, et je suis en colère, et ça ne passe pas. Et c'est quoi ce passage du « tiens, la justesse d'une verbalisation, d'un récit de soi, voilà », et puis tout d'un coup le fait qu'il y a une sublimation, il y a quelque chose qui va faire que je ne suis plus à cet endroit. Et pour ma part, le soin, c'est pas que le diagnostic. Le soin, c'est ce passage-là. Et je dirais même d'une certaine manière que parfois le diagnostic, stop, voilà, parce que c'est aussi un truc de répétition et de rentrer dans la répétition, etc. Et qu'à un moment donné, il faut sortir et aller vers un caractère plus performatif de la parole et faire commencement. Et donc ça, dans l'analyse, ça me paraissait un point clé. Et donc, je trouvais intéressant que dans une société démocratique qui a comme grand moteur aujourd'hui, de sa transformation l'individu, c'est intéressant de voir qu'il y avait un objet potentiellement commun entre, l'état de droit, comment on peut créer des institutions, des outils institutionnels pour endiguer, calmer. Donc ça, c'est voilà, une approche assez freudienne, mais plutôt collective, et puis une approche plus personnelle qui se joue sur le divan ou ailleurs. Mais comment faire pour ne pas avoir un point de vue subsumant sur le ressentiment? Par exemple, quand vous prenez des concepts comme celui de faux self de Winnicott, dans une société hyper individualiste,
le faux self, ça peut marcher peut-être en analyse, mais c'est difficile de dire au copain ou à la copine qui passe vous voir le soir, bah, vous avez un faux self, ou même si vous embrayez avec un sentiment quelque peu aristocratique, quand Nietzsche disait la foule des êtres manqués est bouleversante, les êtres manqués, là on est dans un point de vue aristocratique, c'est insupportable du point de vue individualiste d'entendre ça. Alors, comment on passe de ce point de vue subsumant à un point de vue, disons, plus... normalement, en analyse, je dirais que c'est celui qui produit ce jugement, c'est l'analysant. C'est pas l'analyste. Donc, si vous voulez, c'est soi-même, par le travail d'intersubjectivation, donc la relation intersubjective, qui fait que, tiens, surgit cette fonction critique et réflexive de moi-même, et qui fait que, voilà, je suis capable de dire il faut sublimer ceci ou cela. Si effectivement c'est ressenti comme une leçon, c'est insupportable. Il y avait d'ailleurs dans La fin du courage, pareil, je reprenais Foucault qui disait voilà, c'est pas une leçon, c'est je m'oblige. La barre est sur moi, aurait dit Lacan, c'est pas je vous oblige. Donc j'analyse. C'est très important ce jeu, le premier agent de la réflexion, c'est l'analysant. Donc il n'y a pas un système de surplomb, c'est lui qui se verticalise. Ce qui veut dire que le patient ou le sujet, enfin, qui découvre lui-même qu'il était dans le ressentiment est gagné tout d'un coup par une forme d'humilité. Ah oui, l'humilité, c'est extraordinaire, hein, l'humilité. Hein. C'est extraordinaire. Je veux dire, ça paraît terrible de dire ça, mais c'est extraordinaire. C'est sans doute une des plus belles, précieuses qualités. Parce que si vous voulez, ça a une espèce d'indulgence immense et en même temps de vraie exigence. Donc, accepter à un moment donné de faillir, de reconnaître son rôle dans une faille, pas nécessairement de la moraliser, parfois il faut moraliser l'échec, et parfois non. Donc ça, oui, c'est un point déterminant, je pense, pour retrouver sa puissance. Alors vous citez quantité de monde dans ce livre. J'insisterai sur quelqu'un qui est aujourd'hui moins lu qu'il l'était. C'est Wilhelm Reich. Bon, on cite beaucoup Freud, Lacan, Ferenczi éventuellement, d'autres. Mais c'est vrai que Wilhelm Reich, bon, c'est quand même celui qui accordait de l'importance à ce qu'on appelle la corporéité des névroses. C'est-à-dire on n'était pas uniquement dans la psyché, disons, telle qu'elle se parle ou ne se parle pas, puisqu'elle peut faire silence. Et que cette corporéité des névroses, je pense effectivement dans les sociétés de visibilité quand même que sont les nôtres, me paraît absolument centrale à partir du moment où l'homme ou la femme tentent de se comprendre eux-mêmes, c'est-à-dire non pas passer leur temps à ausculter leur propre corps, mais à avoir un peu quand même une perception de leur corps oui. Dans l'espace mondain et intersubjectif. Oui, et c'est quelque chose qui est à la fois tout le temps présent et qui est un impensé, malgré tout. Donc il y a une survisibilisation, une survisibilité des corps, une mise en scène totale par ailleurs de ces corps, et un impensé de ce qu'est un corps. Et alors des douleurs liées à ce corps, qui par ailleurs sont constitutives des psychés d'aujourd'hui, parce que la réalité des troubles obsessionnels liés à des questions du corps, elles sont déterminantes aujourd'hui. Hein. Donc c'est vrai que à un moment donné, Wilhelm Reich, oui, il est celui qui s'est aussi intéressé à cela et qui a investi
le fait que l'économie libidinale, la manière d'investir le monde, qui est une question que tous les psychanalystes connaissent bien, Freud en tête, etc., bah, se joue effectivement au travers de cette corporéité impliquée en relation avec les autres et produisant des images sur soi, plus ou moins détestables, plus ou moins difficiles. Donc c'est un monde, alors là pour le coup, très très peu indulgent par rapport à la question des corps. En fait, on a une relation au corps, on va pas se mentir, comme si c'était une idée. Oui. Et en fait, c'est pas possible. Donc ça, c'est... Alors, qu'est-ce que c'est si c'est pas une idée qu'un corps? Quels sont vos antidotes alors pour lutter contre le ressentiment? Le fameux humanisme du rire. Donc, ah oui, mais bon, la vis comica, la force comique... La force comique, l'imaginatio vera. J'ai essayé vraiment de dire... de poser comme ça des figurations du connais-toi toi-même, imaginatio vera, precium doloris, vis comica. Precium doloris, précisez. Le prix de la douleur. Alors, on l'entend trop dans sa vision doloriste. Ça veut dire bien sûr la question de l'épreuve, etc. Mais de façon plus socratique, c'est le prix de la vérité, le risque de penser. Ça fait mal. Boum. Je veux dire, bon, à un moment donné, quand on pense, tous ceux qui nous racontent que penser, c'est rien faire, ben en fait non. Si penser, c'est rien faire, c'est que vous n'êtes pas en train de penser. Parce qu'il y a une radicalité du penser, il y a un risque de penser. Si vous pensez jusqu'au bout, eh ben oui, vous allez vous faire taper sur les doigts. Par certains, pas toujours. Mais si vous lâchez sur ce risque de penser, vous allez y perdre votre sujet. C'est ça le precium doloris. Et oui, ça c'est une antidote au ressentiment. À un moment donné, de dire, bah, c'est simple, je suis coincé là. Soit je me fais attraper par l'effondrement, mon propre effondrement, mon découragement, etc. Soit je me fais attraper par mon propre effondrement, mais qui est celui de ma détestation de moi-même. Je suis obligé d'y aller. Vous disiez tout à l'heure, quand Guillaume qui disait saute. Donc saute, voilà. Donc c'est ça le precium doloris. L'imaginatio vera, c'est ce que Adorno a pu appeler le regard microscopique, micrologique, le scintillement du monde, c'est-à-dire la possibilité à un moment donné d'activer son discernement pour se nourrir du monde. Bon, c'est extraordinaire. Quand tout va mal, allez vous poser à un endroit où il y a du beau, et essayer d'attraper ça, ou essayer de lire. Malgré tout, c'est opérant. Et puis, bien évidemment, quand rien ne marche, aller récupérer un camarade, et la bonne filia et rire, ça sauve. Hein. En ajoutant et en terminant par l'idée que le rire, il peut être léger ou noir. Ah oui, tout à fait. Ah mais le rire, il peut, comme tout, et puis il peut être instrumentalisé, le rire. Il peut être le rire du pouvoir, et c'est insupportable. Si le rire, il n'est pas celui de l'absurde, du minoritaire, et de celui qui se confronte au pouvoir, il est détestable. Donc, c'est pas le rire waf-waf. Voilà, donc il n'y a pas... mais en revanche, ce rire qui fait que tout d'un coup, alors que tout est fermé, plus rien ne fait issue, je produis un espace-temps par le fait que malgré tout, il y a une stance comme ça, et je souris, simplement ça peut faire commencement.